Bonjour et bienvenue dans l'antre du cafard. Avez-vous déjà entendu des noms comme Europa Universalis, Crusader King ou Victoria et vous vous êtes enfui en courant? Ou alors vous avez été tenté mais vous n'avez pas sauté le pas. Ou carrément vous avez lancé le jeu et vous vous êtes retrouvé complètement perdu dans tous ces menus. Eh bien aujourd'hui, pour ce premier tuto du cafard, je vais vous montrer que ce n'est pas si compliqué et que les Grand Strategy Games, c'est fun. Je vous ai concocté une série de courtes vidéos qui, point par point, vous expliqueront les principes du dernier jeu de Paradox, Europa Universalis 4. Les bases, aussi bien que des points plus méconnus comme les guerres d'indépendance ou les modificateurs de combat. Commençons dès maintenant par les bases. Quel est le but d'Europa Universalis 4 ? Europa Universalis 4, vous contrôlez un pays dans une période de temps qui va de 1444 à 1820. Vous commencez à n'importe quel instant dans cette période et vous jouez ce pays jusqu'à 1820 ou jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui donnez un objectif à votre nation. Est-ce que vous allez jouer la France et tenter d'envahir toute l'Europe ? Ou bien jouer Venise et essayer de contrôler tout le pourtour de la Méditerranée ? Peut-être même jouer les Aztèques et inverser le cours de l'histoire et envahir l'Europe. C'est à vous de choisir. Pour commencer, vous allez donc choisir un pays de départ. On va cliquer sur Single Player. Vous voyez la carte de l'Europe, mais c'est la carte du monde. Vous pouvez scroller en pointant sur les bords de l'écran. Vous avez différents map modes en haut, et le seul dont vous avez besoin au début, c'est le map mode politique, qui vous montre non plus les reliefs du terrain, mais les frontières entre les différents États. À gauche, vous avez différents choix de date de départ, des choix intéressants basés sur des événements historiques. Le plus simple pour commencer, c'est de choisir Rise of the Ottomans, qui commence à la date du début du 11 novembre 1444, mais vous pouvez choisir n'importe laquelle des dates prédéfinies ou customiser votre date de départ au mois près et au jour près. Vous voyez qu'en changeant la date de départ, la carte évolue suivant l'histoire. Cliquez donc sur Rise of the Ottomans et vous pouvez voir qu'en bas, une sélection de pays pour commencer vous sont proposés. Chacun de ces pays est assez puissant en début de jeu et assez simple à jouer pour commencer. Pour commencer, ne vous embêtez pas. Prenez le pays le plus gros, le plus stable et le plus fort que vous puissiez trouver et explorez petit à petit les fonctionnalités du jeu. N'importe lequel de ces choix proposés est intéressant. Dans notre cas, on va choisir la Castille. La Castille est assez simple, même si vous n'utilisez qu'une petite partie des fonctionnalités du jeu, que vous concentrez sur un aspect, vous arriverez quand même à profiter de cet aspect et à survivre. Commençons donc, sélectionnons la Castille et lançons la partie. Dans ce tuto, j'emploierai parfois un vocabulaire proche des autres STR. Si vous avez joué à d'autres jeux de stratégie en temps réel, vous ne serez donc pas dépaysé et vous aurez peut-être plus de facilité à comprendre. Pour les autres, pas de souci, vous comprendrez sans problème. Première chose, quand vous lancez une partie d'Europa Universalis 4 pour la première fois, ne paniquez pas. Vous commencez en pause. Prenez tout votre temps pour explorer l'interface, les menus et lire. Vous avez plein de menus. Vous avez des menus quand vous cliquez sur le blason de votre pays. Vous avez des notifications sous le nom de votre pays. Vous avez ici un outliner qui résume certaines informations de votre pays. Vous avez un ledger très technique qui résume toutes les informations du jeu ou presque sous forme de tableaux, de graphes ou de camembert. Vous avez aussi un log des messages du jeu et un résumé des missives qui vous arriveront. Et surtout, au cours du jeu, plusieurs pop-up arriveront en plein milieu de l'écran pour vous indiquer les événements les plus importants et qui requièrent un choix direct. Tous ces menus sont utiles, mais assez peu sont nécessaires pour jouer. Toutes ces informations qui vous sont proposées, vous pouvez les utiliser, mais vous pouvez aussi vous en passer. Et pour vos premières parties, vous vous en passerez sans souci. Les seules informations vraiment capitales, ce sont les pop-up qui vont apparaître et les notifications en haut qui sont souvent indispensables. Comme je l'ai dit, vous commencez en pause. Dans ce jeu, la vitesse est réglable. Elle va de 1, vitesse d'escargot, à 5, ce que j'appellerais une orgie de pop-up, avec des pop-up qui vont apparaître toutes les demi-secondes, à tel point que vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça très longtemps.
À tout instant, vous pouvez enlever et remettre cette pause. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez submergé, à mettre en pause et explorer tous les aspects du jeu, tous les menus que vous voulez. J'ai mentionné beaucoup de menus, beaucoup d'informations. Vous pouvez regarder dans ces menus, pointer ce que vous voulez, et vous aurez des tooltips, des infobulles qui vous indiqueront ce que vous êtes en train de regarder. Donc prenez vraiment votre temps. Au-delà des menus, vous avez différentes cartes. La première carte, celle qui apparaît quand vous commencez une campagne, est la carte du relief que vous avez déjà vue. Ça ne devrait pas trop vous déranger, je pense que vous vivez sur la même planète que moi. Vous avez beaucoup d'autres cartes dans le bord inférieur droit de l'écran. Si vous cliquez sur cette petite flèche ou sur le cadenas, vous avez accès à toutes les cartes. Pour la majorité de ces cartes, vous ne les utiliserez que très peu, voire pas du tout, ou quand vous avez besoin d'une information spécifique. Il y a quelques cartes que vous utiliserez régulièrement, c'est la carte politique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous affiche les frontières entre États. C'est la carte la plus lisible et la plus utile et agréable pour jouer, tout bêtement. D'autres cartes importantes comme la carte des religions ou la carte du commerce, la carte de vos alliances avec les voisins, etc. etc. Mais pour l'instant, vous n'avez besoin que de la carte politique. C'est un Grand Strategy Game, c'est donc un jeu de stratégie. Et comme dans beaucoup de jeux de stratégie, vous avez des ressources. Votre pays est constitué de différentes provinces, indiquées par de légères frontières, et ces provinces vous produisent deux types de ressources principales. Des ducats, de l'argent, que vous allez dépenser pour faire bon nombre d'actions, et du manpower, qui constitue votre réserve d'hommes en âge de se battre. En marge de ces deux ressources apportées par vos provinces, votre territoire, vous avez trois autres ressources qui celles-ci sont apportées par votre dirigeant. Ce sont les points de monarque, en trois catégories, les points administratifs, les points diplomatiques et les points militaires. Ces points sont apportés par votre monarque. Votre monarque a une caractéristique administrative, diplomatique et militaire, et ses conseillers que vous recruterez. Ces points sont aussi une forme de ressources que vous dépenserez pour acheter diverses améliorations au cours du jeu. Au-delà de ces ressources, vous avez également des agents de différents types que vous envoyez accomplir des missions. Vous avez 4 types d'agents. Les marchands, qui servent à vous apporter les richesses commerciales du monde, à s'assurer qu'elles vous reviennent à vous. Les colons, qui vous servent à coloniser des provinces neutres, des provinces qui n'appartiennent à aucun État civilisé. Les diplomates, qui gèrent vos interactions avec les autres pays et vous servent à modifier les relations que vous entretenez avec vos voisins, à signer les divers traités, et ils vous servent aussi d'espions pour déstabiliser les pays. Et enfin, les missionnaires, qui servent à convertir les provinces à votre religion d'État. D'autres points importants qui ne sont pas vraiment des ressources, mais plutôt des indicateurs de stabilité de votre pays. Vous en avez 3 ici, la stabilité, qui influe principalement sur vos revenus et le risque de révolte. Le prestige, qui est une sorte de valeur de morale de votre pays. Plus le prestige est élevé, plus vous avez de bonus, divers bonus. La légitimité, qui correspond à l'assise de votre monarque et qui vous donne elle aussi différents bonus. En plus de ces 3, vous en avez 2 autres qui ne sont pas affichés directement sur l'interface, mais dans le menu Stabilité et Expansion ici. Ces 2 valeurs sont le War Exhaustion, l'épuisement de guerre, qui monte quand vous perdez des batailles et vous êtes occupé, c'est donc une valeur qu'il vaut mieux garder le plus faible possible, et l'Overextension, qui elle, au contraire, monte quand vous envahissez des provinces adverses. Il est donc intéressant de garder en tête ces valeurs et d'essayer de les modifier dans le bon sens. Maintenir votre War Exhaustion faible, votre Overextension faible, et à l'inverse, augmenter votre stabilité, votre prestige et votre légitimité. Et honnêtement, si vous retenez ces quelques valeurs et ces quelques ressources, vous avez déjà suffisamment de connaissances pour commencer à jouer. Alors comme dans tout jeu de stratégie, une phase importante du jeu, c'est la conquête. Vous voyez en dézoomant au maximum que vous ne voyez qu'une partie du monde. Le reste est dans la Terra Incognita, c'est tout simplement une zone non explorée, que vous ne pouvez pas explorer aussi facilement que dans n'importe quel jeu de stratégie, mais j'y viendrai plus tard. Parce que pour l'instant,
vous avez quand même suffisamment de territoire découvert pour vous occuper un peu. En plus de cette terra incognita, vous avez du brouillard de guerre. Vous voyez, on joue la Castille ici, et ici il y a du brouillard de guerre en Aragon. Comme dans n'importe quel autre jeu de stratégie, le brouillard de guerre va cacher les unités adverses, leurs forces au sol et leurs navires. Je parlais de conquête. Pour conquérir vos adversaires, vous avez deux grandes catégories de troupes, les armées terrestres, symbolisées par un homme ici et là, et les flottes, qui peuvent se trouver soit dans des ports côtiers, comme ici, soit en mer pour cette flotte du Portugal. Vous allez déployer vos armées terrestres et vos flottes pour envahir vos voisins. Mais là où dans un autre jeu de stratégie comme StarCraft, vous allez tout simplement attaquer directement vos voisins, ici, vous allez d'abord devoir leur déclarer la guerre. Dans Europa Universalis, la diplomatie est une part très importante. Vous ne pouvez pas attaquer tout le monde à la bourrin et espérer vous en sortir. Vous allez donc devoir envoyer vos diplomates chez vos voisins et choisir quelques pays comme vos ennemis, auxquels vous allez déclarer la guerre et que vous allez envahir, mais aussi améliorer vos relations avec d'autres pays et essayer de forger des alliances pour ne pas vous retrouver en guerre contre tout le monde et vous faire écraser. Et voilà, c'est toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer. Vous avez sûrement vu dans cette vidéo beaucoup d'informations que je n'ai pas expliquées, mais vous n'en avez pas besoin. Si vous vous sentez l'âme aventurière, vous pouvez d'ores et déjà lancer une partie et explorer toutes les informations que je n'ai pas mentionnées par vous-même. Essayez, réessayez encore, échouez, recommencez une nouvelle partie, prenez votre temps et découvrez le jeu. Si jamais vous vous sentez encore un peu frileux, je vous suggère de regarder une des vidéos traitant de sujets plus spécifiques comme la conquête ou la diplomatie. C'était donc le Cafard Critique pour une première vidéo du tuto du Cafard sur Europa Universalis 4. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!